Je dois présenter le jeu alors, d'accord. Alors, le jeu que je vais vous présenter, c'est... oui, je dois présenter le jeu, c'est ça? D'accord. Le jeu, c'est... c'est quoi déjà? Il y a un jeu à présenter? Euh, c'est quoi? Alors, le jeu que je vais te présenter... Bon, alors, il y a un jeu. Le jeu, c'est Euphoria. Euphoria. On peut pas la refaire? Non, tu veux pas? Moi non plus, j'en ai marre. J'en ai marre. Donc, bon, bah, Euphoria, c'est parti. Ce jeu se joue à partir de 13 ans. Pour 2 à 6 joueurs. Alors 6 joueurs pour un gros jeu, c'est rare. C'est en partie pour ça que je le présente d'ailleurs. Et c'est pour des parties qui durent environ 1 heure. Il s'agit d'un jeu à thème. En fait, dans ce jeu, vous jouez le rôle d'un chef qui fait tout pour asseoir son autorité pour rendre le futur meilleur, en recrutant des ouvriers, des spécialistes. Bon alors, pour être plus pragmatique, le but du jeu est de placer ces 10 marqueurs d'autorité pour gagner la partie. Voici le plateau de jeu. Comme vous pouvez le voir, les couleurs du jeu sont un peu éclatantes. Ça ne plaît pas à tout le monde, hein, mais personnellement ça ne me dérange pas. Je comprends quand même que ça peut en rebuter certains. Il est composé de 4 régions. Icarus, Westland, Euphoria et Souteria. Bon, maintenant la mise en place. Chacun choisit une couleur. Puis ils prennent 2 ouvriers avec eux. Oui, ce sont les dés, les ouvriers. D'ailleurs, voici les faces des dés en question. Et laissent le reste de leurs dés dans la réserve d'ouvriers. On place également le marqueur de morale sur l'extrémité gauche de l'échelle et le marqueur de l'échelle de lucidité sur +3. Chaque joueur va prendre une carte dilemmatique au hasard et la conserver face cachée, qui sert également d'aide de jeu. Chaque joueur peut regarder sa carte. Il va aussi prendre un marqueur multiplicatif et ses 10 marqueurs d'autorité. Ensuite, chaque joueur va piocher 4 cartes spécialistes et en garder 2. Un sera face visible, il s'agira du spécialiste actif, et l'autre face cachée, le spécialiste réticent, devant chaque joueur. Les autres cartes sont défaussées. Bon, alors maintenant on place toutes les ressources et les minerais sur le plateau de jeu. Alors, les ressources sont l'énergie à côté du générateur, la nourriture à côté de la ferme, l'eau à côté du liquéfacteur, et l'extase à côté de la mine de nuages. Oui, l'extase. Les minerais sont l'or placé à côté du tunnel euphorien, l'argile à côté du tunnel Westlander, et la pierre à côté du tunnel souterrain. On mélange ensuite le paquet de cartes artefacts et on le place à côté du plateau de jeu. D'ailleurs, voici les cartes. Ce sont des objets de notre époque. Oui, vu que ça se passe dans le futur, c'est normal. On mélange les tuiles marchées et on en place 6 sur les sites de construction face cachée. On place sur chaque territoire de chaque région des marqueurs territoires indisponibles, selon le nombre de joueurs que vous êtes. Si vous êtes 2 joueurs, on en placera 4 afin qu'il ne reste que 2 territoires disponibles sur chaque région. Autrement dit, il faut laisser autant de territoires disponibles qu'il y a de joueurs. Là, il y a 3 joueurs, donc 3 territoires de libre. On place ensuite un marqueur progrès sur la case Start sur chacune des pistes d'allégeance et un pion mineur au début de chaque tunnel. Puis on place un marqueur case Action indisponible à la fin de chaque tunnel.
Et pour finir, on décide du premier joueur en lançant ses dés. Le joueur qui a le score le plus élevé commence la partie et garde ce résultat. Idem pour les autres joueurs. Ensuite, chaque joueur joue chacun son tour dans le sens horaire. Bon alors pendant notre tour de jeu, on peut faire deux actions. Soit placer un ouvrier, soit rapatrier un ou des ouvriers. Dans chaque zone, il y a des éléments carrés et d'autres ronds. Les carrés sont le coup de la case sur laquelle on place les ouvriers. Les ronds sont les gains. Bon alors sur ces cases, on ne peut placer qu'un ouvrier. Bon, un dé quoi. Mais comme vous pouvez le voir, le contour du carré est en pointillé. Ça signifie qu'un dé placé sur cette case peut être remplacé par n'importe quel autre dé. Un des vôtres ou un d'un autre joueur. Sur ces cases, on voit que le contour est plein. Ça veut dire qu'une fois qu'un dé est posé, il ne peut pas être remplacé par un dé, aussi bien l'un des vôtres que l'un d'un autre joueur. Et pour finir, sur ces cases, on peut placer autant de dés qu'on veut. Aucun dé n'est remplacé par un autre. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment fonctionnent ces cases. Ce sont des zones d'exploitation, il y en a 4 en tout, une par région. Un joueur va placer un dé d'une certaine valeur. On regarde le résultat et on applique ce qu'il y a marqué dans cette zone. Entre 1 et 4, on appliquera ça. Entre 5 et 8, on appliquera ça. Et 9 et plus, ce sera ça. Ensuite, lorsqu'un autre joueur placera un dé sur cette case, on additionnera ce dé avec les autres déjà présents et on appliquera le résultat. D'ailleurs, on est obligé de l'appliquer, donc il faut bien réfléchir avant de jouer. Donc, entre 1 et 4, le joueur ayant placé son dé pendant son tour prendra un pion énergie et avancera le marqueur de la piste d'allégeance des euphoriens d'une case. Je reviendrai plus tard sur cette piste. Ensuite, si le résultat des dés est entre 5 et 8, on diminue d'une case la piste de lucidité de la personne qui a posé le dé à son tour de jeu. Et pour finir, 9 et plus, on prend 2 énergies et on augmente d'un la piste de lucidité du joueur. Pour toutes les autres cases du plateau de jeu, la valeur des dés n'a aucune importance. Bon, parlons maintenant des tunnels. Il y en a 3 en tout. Dans toutes les régions sauf Icarus. Continuons toujours chez les euphoriens. Dans leur tunnel, il faut mettre un dé et dépenser une énergie pour gagner soit un or, soit une carte artefact, et on avance le mineur d'une case. On avancera le mineur d'une case à chaque fois qu'un ouvrier se placera sur cette case. Je reviens sur la piste d'allégeance maintenant. Quand un placement d'ouvrier fait avancer un marqueur progrès dessus, arrivé à chaque palier, il se passe quelque chose. Il y en a 4 en tout, et elles se cumulent. Arrivé à ce palier, à chaque fois qu'un joueur placera un dé sur la zone d'exploitation de cette région, il recevra une ressource supplémentaire à condition d'avoir un spécialiste actif de cette faction dans son jeu, et ce, quel que soit le résultat de ses dés. Mais le premier joueur qui fera avancer le marqueur d'une case ne recevra rien de supplémentaire. Il est activé à partir du joueur suivant. Donc sur ce score, il recevra 2 énergies, sur ce score aussi, et sur celui-là, il en aura 3. Évidemment plus le reste. Au deuxième palier, la ressource supplémentaire reste active, et en plus dans le tunnel de la région en question, on reçoit le minerai plus la carte artefact. Bon, toujours à condition d'avoir le spécialiste actif dans son jeu. Au troisième palier, tous ceux qui ont des spécialistes réticents de cette faction retournent leurs cartes pour les mettre face visible. À présent, ils deviennent actifs et les joueurs peuvent s'en servir. Et comme vous pouvez le voir sur les tunnels, le même pictogramme est placé, ce qui signifie que lorsque le mineur atteint cette case, il se passe exactement la même chose. Bon, le tunnel justement. Une fois le mineur arrivé au bout, on l'enlève du plateau de jeu et on enlève aussi le marqueur case action indisponible. Ce qui signifie qu'à présent, tous ceux qui ont un spécialiste de cette faction peuvent placer un dé sur cette case pour gagner les 3 ressources indiquées. Mais il est toujours possible de faire des fouilles sur ce tunnel. Il est considéré que les minerais et les cartes artefacts sont illimités. Tout comme les ressources d'ailleurs. C'est pour ça qu'on a une carte multiplicateur. Au cas où des pions ressources ou minerais venaient à manquer. Quatrième et dernier palier. Tous ceux qui ont un spécialiste de cette faction mettent un marqueur d'autorité sur leur spécialiste. Et voilà une façon de placer un marqueur d'autorité. Une autre façon de placer un marqueur d'autorité est de placer un ouvrier sur un de ces marchés d'artefacts et de dépenser 3 cartes artefacts ou 2 cartes artefacts identiques, comme c'est indiqué sur ce côté du plateau de jeu, pour placer son marqueur sur un territoire. J'en arrive au site de construction maintenant. Ici, on ne peut placer qu'un seul ouvrier par case. Il ne peut pas être remplacé par un autre ouvrier, que ce soit l'un des vôtres ou l'un d'un autre joueur. Au moment de placer l'ouvrier, on paye le minerai indiqué sur la case et on place son dé. Donc soit un or, soit une pierre, soit une argile.
Et une fois que le marché est construit, on retourne la tuile et tous ceux qui ont placé un dé sur ce site de construction placent un seul marqueur d'autorité sur ce nouveau marché, quel que soit le nombre de dés qu'il a placé sur ce marché pour le construire. Le nombre d'ouvriers qu'il faut pour terminer la construction dépend du nombre de joueurs que vous êtes, comme indiqué sur ce côté du plateau de jeu. Les dés sont récupérés par les joueurs et lancés pour donner de nouvelles valeurs. Une fois un marché construit, tous ceux qui n'ont pas participé à la construction non seulement ne placent pas de marqueur d'autorité sur le marché construit, mais en plus ont un désavantage défini sur le marché. Mais rassurez-vous, ce n'est pas définitif si vous le voulez. En effet, on peut placer un marqueur d'autorité après sa construction en plaçant un ouvrier sur le marché d'artefacts correspondant à la région dont le marché est construit, en payant évidemment le coût indiqué. Cette case peut toujours servir aussi pour placer un marqueur d'autorité sur un territoire. Mais marqueur d'autorité placé sur le marché ou non, on peut utiliser ce marché pour placer un marqueur d'autorité sur le territoire en question en payant les coûts indiqués. Plus toujours l'autre gain qui, je le rappelle, est obligatoire. Petite précision, un joueur peut placer autant de marqueurs d'autorité qu'il veut sur une région. Mais une fois qu'il n'y a plus de place, il n'y en a plus. Donc à moins de vouloir faire avancer la piste d'allégeance de la faction de la région en question, c'est inutile de placer à nouveau un ouvrier dessus. Bon bah maintenant, la région Icarus. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de site de construction ni de tunnel. Cette région est tout simplement dans les airs et a déjà tous ses marchés construits. Mais ils sont un peu particuliers. Pour le premier marché, il s'agit d'un marché d'artefacts, donc identique aux autres. Pour le deuxième, ce pictogramme signifie minerai. Donc ça signifie qu'il faut une combinaison de 3 minerais, n'importe lesquels, or, argile et pierre, pour placer un marqueur d'autorité sur le territoire et avancer d'un la piste d'allégeance. Pour le troisième marché, là il s'agit de ressources, donc n'importe laquelle des 3 ressources en dehors de l'extase, c'est-à-dire énergie, nourriture, eau, plus une extase. Tout ça pour gagner 2 cartes artefacts et avancer d'un la piste d'allégeance. Quatrième et dernier marché, même coût mais le gain est la piste d'allégeance plus 2 minerais. Ce que vous voulez. D'ailleurs, la piste d'allégeance des Icarites est un peu particulière. Comme il n'y a pas de tunnel chez eux, le deuxième palier consiste simplement à récupérer une carte artefact à chaque fois qu'un joueur place un marqueur d'autorité sur un territoire Icarite. Toujours à condition que le joueur en question est un spécialiste actif Icarite. Alors vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais on n'a pas assez de dés pour en placer autant. L'autre action que vous pouvez faire au lieu de placer des ouvriers est de les rapatrier. Au moment de les rapatrier, vous pouvez récupérer autant de dés que vous le souhaitez, mais tout ça a un coût, qui est indiqué sur ce côté du plateau de jeu. Soit vous payez une ressource nourriture ou extase et vous augmentez la piste de morale de 2 et vous relancez vos dés. Soit vous ne payez rien et la piste de morale diminue d'1. Si vous décidez de récupérer un ouvrier se trouvant sur un marché en construction, vous ne récupérez pas le minerai en question. Et il faudra en remettre un si vous décidez de remettre un ouvrier sur cette case. La piste de morale. En fait, c'est très simple. Elle indique le nombre de cartes artefacts que vous pouvez posséder, et comme vous pouvez le constater, on ne peut avoir que 6 cartes maximum en main. Ensuite, je vous ai dit qu'on lançait les dés quand on les récupérait. En fait, à chaque fois qu'on récupère un dé, que ce soit en rapatriant des ouvriers ou en récupérant un dé que vous-même ou un autre joueur a enlevé, ou en finissant une construction d'un marché, on les lance et on fait le total des dés qu'on a récupérés ainsi que ceux qui nous restent à placer. Mais attention, hein, pas ceux qui sont sur le plateau de jeu. Il s'agit en fait de la lucidité de vos ouvriers. Et on ajoute à ça le nombre indiqué sur votre piste de lucidité. Si le total atteint 16 ou plus, vous perdez un ouvrier que vous remettez dans la réserve. Celui qui a la plus grande lucidité. S'il y en a plusieurs, vous n'en perdez qu'un. Une fois que vous avez le résultat des dés, si vous en avez dont la valeur est identique, à partir du prochain tour, vous pourrez jouer tous ces dés-là en une fois. Mais toujours une action après l'autre, comme ceci. Parlons maintenant de la réserve d'ouvriers. Il est de ce côté du plateau de jeu et ne se situe pas dans le territoire souterrain. En plaçant un ouvrier sur cette case, vous payez 3 énergies pour perdre 2 sur la piste de lucidité et récupérer un ouvrier. Toujours en le lançant au moment où vous le récupérez. Sur cette autre case, vous payez 3 os pour récupérer 2 morales et un ouvrier. On ne peut avoir que 4 ouvriers maximum. Même si vous les avez tous, vous pouvez placer un ouvrier sur ces cases pour récupérer du moral ou perdre de la lucidité. Parlons des spécialistes maintenant.
Ils ne servent pas uniquement à gagner des ressources supplémentaires ou à placer des marqueurs d'autorité dessus. Ils ont aussi chacun un pouvoir spécial qui est utilisable uniquement si le spécialiste est actif. Là par exemple, quand vous placez un de vos ouvriers sur une zone d'exploitation en dehors de la mine de nuages et que vous êtes le seul présent, vous pouvez décider d'augmenter votre piste de lucidité de 2 pour piocher une carte artefact. Revenons aussi sur les marchés. Certains marchés construits ont des pouvoirs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui handicapent ceux qui n'ont pas mis de marqueur d'autorité dessus. Il faut savoir qu'avec ce marché par exemple, les joueurs devront perdre soit une ressource, soit un minerai pour chaque dé qui aura fait 3 au moment où ils sont lancés. S'ils n'ont pas fait de 3 ou qu'ils n'ont ni ressources ou minerai, ils ne perdent rien. Et pour finir, vous avez une carte dilemmatique que vous avez piochée en début de partie. À votre tour, au lieu de jouer un de vos ouvriers ou rapatrier des ouvriers, vous pouvez la retourner. Sur cette carte, vous devez payer ce qu'il y a marqué dessus et pouvez faire une chose parmi deux. Soit placer un marqueur d'autorité sur cette carte, soit piocher 2 spécialistes et n'en garder qu'un qui sera réticent. Seulement, si les spécialistes de cette faction ont déjà été activés, alors votre spécialiste le sera aussi. De la même façon, si la piste d'allégeance est sur le dernier palier de cette faction, alors vous placerez un marqueur d'autorité dessus. Donc petit conseil, en début de partie, lorsque vous choisissez vos 2 spécialistes, au moment de les dévoiler, dévoilez toutes vos cartes en même temps comme ceci, pour éviter tout simplement que d'autres profitent de vos cartes. La partie s'arrête quand un joueur a placé son dernier marqueur d'autorité, et on ne finit pas le tour. Il est évidemment le gagnant, mais il peut arriver qu'il y ait des égalités. Par exemple, une piste d'allégeance est finie et 2 joueurs placent leur 10e marqueur d'autorité sur leur spécialiste. Dans ce cas et dans l'ordre, c'est celui qui a le moral le plus élevé qui gagne. Sinon, c'est celui qui a la lucidité la plus faible qui gagne. Sinon, c'est celui qui a le plus de marqueurs d'autorité sur les marchés qui gagne. Sinon, c'est celui qui a le plus de territoire avec au moins un de ses marqueurs d'autorité qui gagne. Et si malgré tout ça vous êtes encore à égalité, eh ben chaque joueur à égalité prend tous ses dés ouvriers et les lance, jusqu'à ce que quelqu'un gagne. C'est le plus petit score qui l'emporte. Voilà, l'explication est terminée. Donc déjà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez bien compris toutes les règles du jeu aussi, parce que c'est un gros jeu, je ne suis pas rentré dans tous les détails, mais bon. Et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner, et puis amusez-vous bien.